souhaite la bienvenue à ce webinaire de prévention et de sensibilisation à la cybersécurité qui est destiné aux établissements médico-sociaux de notre région et plus précisément au personnel soignant et au personnel administratif. Donc je me présente rapidement, moi je suis Vincent Nivon, je suis le conseiller défense et de sécurité de l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes et j'interviens notamment sur la thématique de la cybersécurité des établissements. On prend encore une petite minute pour permettre aux différents intervenants de se présenter. On peut peut-être commencer par vous, adjudante. Alors, petit problème de son, adjudante. Je vous laisse regarder. On enchaîne avec Monsieur Mathis et Monsieur Gérelli. Oui, bonjour. Louis Mathis, du coup, directeur adjoint de la maison Bouchacourt à Saint-Laurent-sur-Saône. Et Christophe Gérelli, cadre supérieur de santé également à la maison Bouchacourt à Saint-Laurent-sur-Saône. Merci. Également Priscilla Holling, même si tu n'interviens pas forcément dans la présentation. Oui, bonjour, Priscilla Holling, chef de projet SIESMS au GCS Sarah. Et adjudante, est-ce qu'on vous a retrouvé? Je vois que le micro est toujours coupé. Ça y est, ça fonctionne. Bonjour à l'adjudante Vavelé, donc je travaille au sein de la région de gendarmerie Auvergne-Rhône-Alpes et je suis plus particulièrement en charge de l'animation de tout ce qui est prévention des atteintes à la sécurité économique et donc également les atteintes à la cybersécurité. Merci. Alors, merci à toutes et à tous pour votre présence aujourd'hui. Du coup, on va désactiver les caméras pour éviter des problèmes de fluidité. Donc, on espère que c'est un webinaire qui va vous être utile. Merci également à tous les organisateurs de ce webinaire. Donc, je pense à la région de gendarmerie, au GCS Sarah, au collectif SI médico-social Auvergne-Rhône-Alpes et puis aux différents collègues de l'ARS qui ont contribué. Alors, vous avez le programme d'aujourd'hui qui s'affiche. Donc, je commencerai en vous disant que ce webinaire, c'est avant tout un webinaire de prévention et de sensibilisation. C'est-à-dire qu'il va aborder la question de la cybersécurité par le biais de l'angle humain, donc de l'action sur les comportements, et non pas par le biais de l'angle technique. L'idée, c'est de faire un webinaire qui s'adresse vraiment à tous et pas à des techniciens, donc qui s'adresse au personnel soignant, au personnel administratif. Et puis pour votre information, on avait déjà réalisé un premier webinaire à destination des directeurs d'établissement, cette fois, c'était en juillet dernier. Ce webinaire, il vise avant tout à vous faire prendre conscience que la cybersécurité, c'est en réalité l'affaire de toutes et de tous, et pas seulement de la direction des responsables informatiques. Et ça, c'est vraiment important de le souligner parce que ce qu'on constate, c'est qu'il peut exister finalement un genre de double standard en termes de sécurité, alors qu'on ne va jamais transiger sur la sécurité physique d'un bâtiment, qu'on va toujours penser à fermer à clé, par exemple. On s'aperçoit, et tous autant qu'on est, moi le premier d'ailleurs, qu'on n'est pas toujours aussi vigilant côté système d'information. Pourtant, la sécurité des systèmes d'information, c'est vraiment clé, comme on va le voir, parce qu'une cyberattaque, ça peut avoir des impacts réellement très importants sur vos structures. Ce webinaire, il a aussi pour objectif de vous faire passer, ou plutôt de faire de vous des relais, des messages de prévention et de sensibilisation qu'on va vous présenter, et aussi des bonnes pratiques. Donc n'hésitez vraiment pas à en parler sur votre lieu de travail, à votre direction, à vos collègues. C'est vraiment important pour que ces messages infusent et qu'on puisse tous collectivement augmenter notre degré de connaissance des bonnes pratiques et des bonnes règles en matière de cybersécurité. Pour commencer, juste quelques instants, prendre un moment pour faire un petit tour d'horizon du sujet. Donc vous le savez mieux que moi, je pense, puisque vous le constatez tous les jours, le secteur de la santé et du médico-social connaissent un essor très important du numérique, que ce soit dans les soins, dans la gestion administrative. Aujourd'hui, c'est la totalité des métiers de la santé et du médico-social, ou la quasi-totalité, qui sont concernés par le numérique. Le numérique est partout, hein, c'est les résultats d'analyse, c'est les dispositifs médicaux, c'est le logiciel de paye, c'est aussi le badge pour accéder à la cantine. Donc c'est réellement prégnant. Dans ce contexte de forte numérisation, on constate depuis 2019, pour ce qui nous concerne, une forte hausse des incidents qui sont liés au système d'information et une forte hausse des actes de cybermalveillance. Et donc je vous ai mis quelques chiffres à titre d'exemple. En 2018, on avait 32 signalements liés au système d'information au sein de notre région contre 60 en 2021. Donc on a un doublement en l'espace de quelques années, en l'espace de 4 ans. Et ça, c'est seulement pour les incidents qui nous sont déclarés, étant entendu qu'il y a probablement un certain nombre de signalements qui ne sont pas encore déclarés. Cette forte hausse, c'est sûrement un constat que vous avez déjà fait à votre niveau, peut-être par le biais de la multiplication des articles de presse qui parlent de cyberattaques,
alors parfois dans le milieu de la santé, mais dans tout un tas d'autres secteurs. L'adjudante va compléter tout à l'heure, mais je voulais déjà souligner, comme vous le voyez, que le risque cyber, ça devient réellement un risque très prégnant pour vos secteurs d'activité. Les établissements médico-sociaux, qui étaient plutôt moins impactés il y a quelques années, vont être de plus en plus concernés désormais par le risque cyber. Et donc là, il y a plusieurs facteurs qui jouent. Pour commencer, il faut prendre en compte le fait que les établissements médico-sociaux sont globalement moins préparés à faire face au risque cyber que ne le sont des établissements de santé. Donc ils sont d'une certaine manière un peu plus vulnérables. Et on sait que pour une même cyberattaque, une structure médico-sociale est susceptible d'être davantage impactée que ne l'aurait été un établissement de santé. Donc ça s'explique totalement et de plusieurs manières. Déjà, les établissements médico-sociaux n'ont pas la même taille et la même organisation en général qu'un établissement de santé. Il y a une culture de la sécurité qui est peut-être un peu moins développée, et puis plus simplement, la cybersécurité n'était pas un sujet très bien identifié jusqu'à récemment. Les établissements médico-sociaux vont également être de plus en plus concernés par ce risque cyber en raison de leur numérisation croissante. On a en cours depuis plusieurs années, et puis il y en a de plus en plus, des nombreux projets d'informatisation et de numérisation des établissements qui vont avoir comme conséquence négative, c'est le revers de la médaille, de les fragiliser côté système d'information. Plus on informatise, plus on numérise un établissement, et plus l'impact sera forcément élevé en cas de cyberattaque, parce que l'établissement sera plus fragile. En plus de ça, il faut ajouter une actualité qui est pas réellement favorable en ce moment à plusieurs titres, avec d'une part l'annonce de déblocage de crédits dédiés à la cybersécurité au niveau national qui va attirer les convoitises, et puis d'autre part une exposition accrue de notre pays sur la scène internationale et européenne en raison des élections et aussi en raison de la présidence française de l'Union européenne qui va là aussi attirer la convoitise des hackers de frapper en priorité le pays. Alors, ce qu'il faut bien se dire, c'est que les cyberattaques ont pour objectif, d'une part, de récupérer des financements. C'est pourquoi les rançongiciels sont largement utilisés aujourd'hui, c'est-à-dire des virus qui vont venir bloquer un système d'information et demander le paiement d'une rançon pour le débloquer. Donc, d'une part, des cyberattaques qui ont pour objectif de récupérer des financements et d'autre part, de désorganiser la prise en charge des patients. Et donc là, on a un impact direct sur les soignants qui prennent en charge les patients parce qu'ils ne peuvent plus se reposer sur leurs outils habituels. Et d'autre part sur les équipes administratives qui doivent faire face à toute cette désorganisation en fait, et qui peuvent également être touchées directement sur leurs outils de travail. Donc ça, on le sait, on a des exemples assez récents, le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône en février dernier, qui était resté, je crois, quand même quelques jours, voire plusieurs semaines sans mail et sans téléphone, donc très impactant. Une cyberattaque qui aboutit, ça peut donc avoir des impacts réellement énorme sur le fonctionnement d'une structure, sur son organisation, sur la prise en charge des patients. Et au final, c'est autant d'heures passées à gérer et à résoudre la situation au détriment d'autres choses. Et c'est autant d'heures supplémentaires le soir, la nuit, le week-end. À titre d'exemple, les experts du ministère de la Santé estimaient que les structures qui étaient touchées par un rançongiciel avaient besoin au minimum de 2 à 3 semaines pour reprendre le contrôle sur leur système d'information et restaurer un semblant de fonctionnement de l'établissement. Donc pas un fonctionnement normal, mais un fonctionnement dégradé. Et cette période de fonctionnement dégradé, elle peut s'étirer sur plusieurs mois en cas d'attaque grave ou si l'établissement n'était pas suffisamment préparé. D'où l'utilité d'essayer de prévenir les cyberattaques au maximum. Et donc c'est là que vous intervenez, qu'on intervient tous en fait, parce que la sécurité informatique, c'est pas seulement des antivirus, c'est aussi et surtout la vigilance des personnels. Et vous allez constater par la suite que bien souvent, une cyberattaque est rendue possible par une erreur humaine ou en tout cas par un manque de vigilance. Donc voilà, c'est le rôle de chacun de rester vigilant aux mails qu'il va consulter, aux pièces jointes qu'il va ouvrir, aux clés USB qu'il va utiliser. En fait, le message qu'on voudrait faire passer, c'est que tout le monde est responsable de la sécurité des systèmes d'information, y compris les personnels soignants et les personnels administratifs. Voilà, et puis pour terminer sur ce propos introductif, juste un point très rapide sur les actualités. La cybersécurité, c'est devenu une thématique vraiment prioritaire depuis l'annonce par le président de la République d'une nouvelle stratégie cyber de la France. C'était l'année dernière. Cette stratégie, elle doit se décliner petit à petit sur plusieurs années au sein des établissements de santé et des établissements médico-sociaux. Donc vous allez entendre de plus en plus parler de cybersécurité. C'est une stratégie qui se donne pour objectif d'encourager les acteurs à mieux protéger leur outil de travail numérique,
à leur donner les bons réflexes en matière d'hygiène numérique et à leur faire prendre conscience de leur rôle en matière de cybervigilance. Et donc pour faire tout ça, plusieurs actions sont prévues et vont se mettre en place, dont des actions de sensibilisation, de formation et de communication, comme celle que vous voyez à l'écran, qui s'appelle Tous Cybervigilants, et qui avait fait un certain nombre de visuels, dont un qui était dédié aux établissements médico-sociaux. On vous l'a fait apparaître. Je vais maintenant passer la parole à l'adjudante Wavelet, qui va vous parler de l'état de la menace et des bonnes pratiques en matière de cybersécurité. Merci Vincent. Je pense qu'on va pouvoir passer directement à la slide, voilà, celle-là. Moi, ce dont je vais vous parler, clairement, c'est du pratico-pratique, hein. Vous n'êtes pas RSSI, technicien informatique. Ce qu'on peut faire, c'est on s'est aperçu que si on avait des petites attitudes, des petits gestes de vigilance, on pouvait déjà diminuer de moitié les attaques. Donc, c'est ça qu'on va vous présenter essentiellement, c'est ces petites attitudes à adopter. J'ai toujours envie de dire, sans côté péjoratif, qu'on n'est pas dans de la sensibilisation, mais dans de l'éducation à la cybersécurité. Dans le sens où, pour vous, la génération des trentenaires, quarantenaires, cinquantenaires même, ça vous viendrait même pas à l'idée de monter dans votre voiture sans attacher votre ceinture de sécurité. Pourquoi? On vous a expliqué pendant des années que mettre sa ceinture de sécurité en cas d'accident, ça vous éviter de mourir. Et en fait, c'est devenu un réflexe pour vous. La cybersécurité, ça devrait devenir pareil. En fait, c'est ces petits réflexes qu'il faudrait adopter et qui mettraient en péril les actions des pirates. Donc, vous êtes dans un secteur, le médico-social, qui est très, très impacté. Pourquoi? Parce que vous êtes un secteur d'importance vitale. On ne peut pas fonctionner normalement sans hôpital, sans médecin, sans pharmacie. Le télétravail, ça a été une aubaine parce que tous les paramètres n'ont pas été mis correctement pour vous donner les possibilités de télétravailler en toute sécurité. Et c'est des failles dans lesquelles les pirates se sont vite engouffrés. Donc, comment ça marche? Concrètement, 70% des attaques sur les hôpitaux, ce sont par rançongiciel. Donc, rançongiciel, c'est un virus qui va réussir à rentrer dans le système informatique par plusieurs biais au niveau de l'hôpital et ça va bloquer tout le système. Et on va vous demander une certaine somme afin de débloquer tous vos systèmes. Alors, sans aller jusqu'à l'acte de rançongiciel ou à l'acte du pirate informatique, on a le cas sur le département du Rhône d'un autre hôpital sans avoir été victime d'une attaque, qui a perdu toute une grosse partie de son système informatique. Ils en ont été rendus, je crois, à 3 semaines de travail pour réussir à récupérer les données. Et de devoir appeler les patients pour leur dire, si vous voulez qu'on vous renouvelle vos ordonnances, il faut nous dire vous-même ce que vous aviez comme traitement. Donc, je pense que c'est des choses qui commencent à être vraiment inquiétantes et qui peuvent arriver aussi également en cas d'attaque informatique. La menace, clairement, depuis 2019, ça augmente. C'est la brèche du Covid qui s'est engouffrée là-dedans. En 2020, donc 8% des attaques par rançongiciel concernaient le secteur de la santé pour tout ce qui est la gendarmerie nationale. Donc, avec 3 hôpitaux sur toute la région Auvergne-Rhône-Alpes en zone gendarmerie nationale, ce qui commence à être assez élevé. On a plus de 200 faits en 2021. C'est un coefficient par 4 de multiplication. Et le fait majeur, c'est l'hôpital de Villefranche dont vous a déjà parlé Vincent. Donc, on peut passer à la slide suivante. Donc, voilà, toutes les bonnes pratiques dont je vais vous parler, c'est vraiment des petits conseils, des petites choses qui ne coûtent rien et qui vont vous permettre d'avoir votre rôle à jouer dans la sécurité de votre établissement. Donc, les principes de base, ça peut paraître un peu enfantin, mais voilà, il y a des principes de base qu'il ne faut surtout pas oublier. C'est-à-dire que quand je m'absente de mon poste de travail, je verrouille mon ordinateur. Alors, comment je le verrouille? Je peux mettre en place un système automatique de veille au bout d'1 minute sans se servir de l'ordinateur. Alors, je ne sais pas comment certains de vos établissements fonctionnent. Par exemple, en gendarmerie, nos ordinateurs se déverrouillent avec la carte professionnelle.
Et si on enlève la carte professionnelle du sabot, l'ordinateur ne peut plus être utilisé. Alors, ça peut être un système qui peut être mis en place. Ça permet également de contrôler l'accès des gens sur votre session d'ordinateur. Les identifiants, ça doit rester absolument secret. Même si votre collègue il a besoin d'utiliser une recherche et qu'il n'a pas emmené par exemple sa carte professionnelle ou qu'il a oublié son mot de passe, il ne faut absolument jamais donner son mot de passe ni l'afficher. Surtout si vous êtes dans un secrétariat où vous avez la possibilité que des patients le voient. On n'enregistre jamais ses mots de passe. La petite fenêtre qui s'ouvre, là, le petit pop-up qui dit enregistrer mon mot de passe, non, ça, il ne faut pas l'utiliser. C'est pareil, hein, ce que je vous donne comme conseil, c'est des conseils à adopter chez vous également. Donc, j'utilise un mot de passe complexe. Ça, c'est une bonne pratique à avoir et différent pour chaque usage. Essayez d'avoir, je ne vous dis pas d'avoir un mot de passe différent pour chaque site internet ou chaque compte, mais par exemple un mot de passe pour le travail, un mot de passe pour tout ce qui est loisirs, un mot de passe pour les courses. En règle générale, on dit une majuscule, au minimum 10 caractères, un chiffre et un caractère spécial. Après, vous avez des logiciels type KeePass qui vous permettent de générer des mots de passe différents à chaque fois. Donc voilà, là, c'est le survol des principes de base. La protection des équipements. Alors, la protection des équipements, ça va être pour les personnes essentiellement qui vont utiliser des tablettes, des ordinateurs portables personnels ou des ordinateurs portables du boulot, des disques durs externes. Alors, le mieux, dans l'absolu, c'est d'utiliser des supports amovibles cryptés. Ça coûte un petit peu plus cher, mais c'est mieux protégé. Donc, vous êtes obligé d'avoir et une clé d'activation sur ce logiciel et à la fois un logiciel installé sur le périphérique qui vous permet d'ouvrir le logiciel. Après, quand vous en servez pas, je pense notamment aux tablettes qui peuvent servir, je pense, dans les hôpitaux, pour la gestion des patients. Effectivement, il faudrait que ce soit rangé dans une armoire type armoire forte qui ferme à clé. Voilà, les grosses armoires en métal. Il faut les passer régulièrement à l'antivirus. C'est important de les reconnecter régulièrement pour faire les mises à jour, les reconnecter au réseau et mettre à jour l'antivirus. Pareil, si vous êtes amené à utiliser votre matériel personnel à travailler dans les transports en commun, attention. Il y a des gens qui peuvent regarder ce que vous faites, accéder à des données personnelles, des données concernant les patients ou de vos données personnelles à vous. Donc, il existe des filtres que vous pouvez apposer sur vos ordinateurs et qui empêchent en fait les gens de voir s'ils ne sont pas juste en face de l'ordinateur. Si vous perdez votre ordinateur, votre clé, je pense que ce n'est pas une catastrophe en soi, mais par contre, la catastrophe, ce serait de ne pas le signaler aux responsables informatiques qui pourraient vérifier si on les utilise ou les données ont été piratées. C'est-à-dire que si vous lui signalez le plus rapidement possible, il pourra faire une attention particulière sur le réseau informatique pour voir s'il y a eu des tentatives d'intrusion. Voilà, pour ce qui est de la protection des équipements. Alors, les supports amovibles, la clé USB. Alors, quand on marque ni à virus, c'est pas faux. Il y a une technique, il faut savoir, de pirate informatique, qui est de laisser dans la rue des jolies clés USB par terre. Et en fait, dessus, il y a un virus. Et les gens, le réflexe, c'est tiens, je vais mettre la clé pour voir ce qu'il y a dessus. Et hop, le virus se charge aussitôt. Donc, ça, c'est vraiment la chose à éviter. On ne met dans son ordinateur professionnel qu'une clé USB réservée à l'usage professionnel. Dans l'absolu, l'idéal, ce serait d'avoir ce qu'on appelle à voir avec vos RSSI, ce qu'on appelle une station blanche, ce qui permet en fait de passer systématiquement la clé USB qu'on veut utiliser sur le réseau dans un détecteur de virus. Cette station blanche, elle n'est pas connectée au réseau, mais elle permet de nettoyer la clé et d'enlever tous les virus qui se trouvent dessus. Donc ça, c'est peut-être des choses à mettre en place avec vos services RSSI. Après, voilà, il ne faut pas faire l'impasse. C'est vrai que ça prend peut-être 2-3 minutes de plus, mais ça évite peut-être de planter tout votre système.
Vraiment faire attention à ces clés qui traînent un peu partout, parce que c'est devenu vraiment une pratique très très courante. Pareil, on recharge jamais son téléphone, sa tablette, sa montre connectée sur l'ordinateur. Pourquoi? Parce qu'on peut passer à travers ces objets pour venir en fait s'introduire dans le système informatique et dans le réseau. Donc effectivement, des fois on n'a pas toujours une prise, des fois on a juste le câble, mais ça c'est vraiment une technique de base à proscrire, que ce soit pour votre ordinateur personnel ou professionnel. Alors, votre messagerie électronique, du coup, on va revenir sur le phishing. En fait, vous avez plusieurs techniques pour rentrer dans un réseau. Le phishing en fait partie. C'est-à-dire c'est pas une attaque qui est ciblée forcément sur vous, sur l'hôpital. C'est-à-dire que le pirate va lancer une attaque qui va se disperser en milliers, voire millions d'emails qui vont être automatiquement envoyés et qui, si vous cliquez sur le lien qui est à l'intérieur, va installer, pas forcément un virus, mais va installer une porte d'entrée. Une fois que le pirate a réussi à avoir plusieurs portes d'entrée au sein de votre établissement, il peut prendre possession du réseau. Et c'est là qu'il peut faire une attaque type ransomware, c'est-à-dire bloquer contre rançon tout votre système informatique. Donc, il faut vraiment être vigilant aux messages que vous recevez. Je pense que dans votre vie personnelle, vous avez déjà dû être confronté. Moi, personnellement, j'ai reçu une convocation par la police judiciaire. Tout le monde a dû la recevoir, je pense, ces derniers temps, qui nous accusait tous d'être auteurs de crimes ou de délits. Et il fallait cliquer pour avoir la date de la convocation. Donc ça fait partie des emails de phishing. Certaines fois, ils sont extrêmement bien faits. Ils imitent les logos. Ils arrivent à trouver via LinkedIn des noms de personnes qui travaillent dans l'établissement. Donc, ça peut vous mettre le doute. Donc, en cas de doute, il n'y a vraiment qu'une seule solution, c'est confirmer en appelant la personne, en disant est-ce que c'est bien toi qui me demande de t'envoyer le fichier des patients parce que j'ai reçu un email et là, je suis pas sûre. Dans le doute, on fait, on appelle. Ça prend 1 minute, mais ça évite de se faire voler tout le fichier patient. On relaye jamais les fameuses chaînes de messagerie, même si ça peut paraître, souvent ça fait appel à la charité, au bon sens, quelque chose pour une petite qui a besoin d'une greffe. Ces chaînes, souvent, elles sont vecteurs de virus. On n'ouvre pas les pièces jointes si on a un doute. On ne transfère pas un message si on a un doute. Sur le site cybermalveillance.gouv.fr, vous avez un lien où vous pouvez transmettre les messages sur lesquels vous avez un doute. Et eux, ils les traiteront. Et on n'envoie jamais de documents professionnels et surtout nominatifs sur votre boîte aux lettres personnelle parce qu'elles sont souvent moins sécurisées que les boîtes aux lettres professionnelles. Donc, surtout, ne jamais faire ça. Alors, les réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux, on ne vous dit pas de pas y être. Mais voilà, il y a des précautions à prendre, que ce soit pour vous ou voilà, pour votre établissement. Pour votre vie professionnelle, tout ce qui est réseaux sociaux, il faut rien laisser public. C'est-à-dire que vous avez des amis sur Facebook, sur LinkedIn, mais il ne faut pas ouvrir non plus vos réseaux sociaux à tout le monde. Parce que c'est la porte ouverte à l'intrusion dans votre vie personnelle et dans votre vie professionnelle. Donc, par exemple, il y a beaucoup de voleurs qui sont sur les réseaux sociaux pour regarder les gens qui partent en vacances. Comme ça, ils ont conscience que la maison est libre et qu'il n'y a personne pour les surveiller. Donc, c'est pareil, on ne met pas d'informations professionnelles sur les réseaux sociaux. Parce que d'une part, je pense que ça doit être interdit par votre règlement intérieur, ça c'est possible. Et c'est surtout que voilà, votre vie professionnelle, ce n'est pas votre vie à vous. Vous ne pouvez pas en divulguer tous les détails. Vous ne pouvez pas dire oh, c'est sympa, par exemple, aujourd'hui, ils ont mis en place un nouveau système pour rentrer dans l'hôpital. Des fois, voilà, on ne se rend pas compte de la portée de ce qu'on peut dire ou divulguer.
Ça part d'une bonne intention. On est fier de son établissement qui a mis en place un système de sécurité où, par exemple, tiens, ils ont mis en place des caméras, c'est super. Mais voilà, ça part d'une bonne intention, à part que si les gens ont accès à votre réseau social, ben, c'est aussi les pirates qui ont accès et qui savent ben, que maintenant les caméras sont à tel endroit. D'une manière générale, hein, utilisez un pseudonyme, j'admets votre nom, prénom. Et sur la page Facebook, comme je vous ai dit, c'est l'accès uniquement qu'à des personnes que vous connaissez. On peut passer à la slide suivante. Merci, adjudante. Je vais juste reprendre quelques minutes. Alors, j'ai un écho. Adjudante, c'était peut-être votre micro. Oui, je suis en train de le couper. Ça marche. Oui, simplement pour finir sur les réseaux sociaux, juste pour vous dire que, si je ne me trompe pas, on a récemment eu, nous, à notre niveau, à l'ARS, une consigne nous demandant de désinstaller sur nos téléphones, si on avait installé Facebook, Instagram ou d'autres réseaux sociaux, on nous a demandé de les désinstaller parce que jugés pas suffisamment sûrs, et on nous demande aussi sur les ordinateurs de ne plus accéder à ces réseaux sociaux via les ordinateurs professionnels. Donc vraiment une vigilance sur ces réseaux sociaux-là qui permettent plus facilement à des hackers d'accéder à vos données professionnelles. Pour poursuivre, on va juste prendre un petit moment pour parler des bons réflexes à avoir en cas de cyberattaque ou lorsque vous suspectez une cyberattaque. Par exemple, quand vous remarquez quelque chose de suspect sur le réseau, sur votre système d'information, ou si vous vous apercevez avoir fait une erreur, par exemple en ouvrant une pièce jointe qu'il n'aurait pas fallu ouvrir. Et donc ça peut paraître un peu simple, mais ça nous arrive à tous, et moi le premier d'ailleurs, parce que ça m'est déjà arrivé. Notre responsable de sécurité des systèmes d'information s'en souvient très bien, il me l'avait rappelé il n'y a pas longtemps. Donc voilà, vraiment vigilance à avoir. La marche à suivre dans ce genre de situation est finalement assez simple. En fait, si vous pensez avoir fait une erreur qui va exposer votre établissement à un risque cyber, si vous avez cliqué sur un lien qu'il ne fallait pas, ou si vous avez un doute sur le fait qu'une cyberattaque pourrait être en cours, même si ce n'est pas de votre fait, l'important c'est de prévenir immédiatement déjà la direction de votre établissement et ensuite soit le responsable de sécurité des systèmes d'information, soit la personne en charge de la sécurité informatique, selon comment vous êtes organisé et selon si vous êtes, selon votre relation avec potentiellement le groupement hospitalier de territoire. C'est vraiment très important de réagir immédiatement et sans attendre parce qu'une fois ce signalement effectué, il va être pris en compte par votre direction, par l'équipe informatique qui vont suivre le sujet de manière prioritaire. Et le fait de le signaler, de le suivre de manière prioritaire, ça va permettre en fait de réagir vite, de limiter les dégâts et les impacts sur le système d'information, mais aussi sur l'établissement, sur les équipes, sur la prise en charge des patients. Et ça va permettre aussi, si besoin, de bénéficier d'une assistance technique d'experts nationaux, donc des experts du ministère de la Santé ou également d'experts des forces de l'ordre, soit côté gendarmerie, soit côté police, en fonction de la zone dans laquelle vous vous situez. Donc voilà, vraiment très important de signaler tout de suite et surtout ne pas attendre parce qu'on pense avoir mal fait en ayant fait une erreur ou une étourderie. C'est pas un problème et ça nous arrive à tous. Est-ce que vous voulez compléter sur ce point, adjudante ? Oui, tout à fait. Voilà, sur les bons réflexes, on va être assez rapide, hein. Le premier truc à faire, c'est déconnecter la machine du réseau. Voilà, et surtout, ne pas l'éteindre. Pourquoi ? Parce que si vous coupez la tension, on ne va pas pouvoir faire les recherches. Il est possible que quand on va rallumer la machine, on ne puisse plus retrouver les traces de l'intrusion. Donc, j'enlève mon câble réseau. Hein. Vous avez un petit câble, en général, c'est un RJ45 qui est derrière votre ordinateur, souvent. Vous le débranchez ou vous coupez le Wi-Fi si vous êtes sur réseau Wi-Fi ou intranet. Et là, stop, vous ne touchez plus à rien. Deuxième chose à faire, prévenir la hiérarchie et surtout le responsable sécurité. Hein. Ça, c'est primordial. On n'attend pas de vous que vous ayez des actes de responsable informatique. Il y a des gens qui sont là pour ça. Donc après, ils vont interagir sur votre machine. Donc j'ai marqué faire une copie physique du disque, mais ça, je pense que c'est plutôt du niveau RSSI. Moi, ce que je vous conseille, c'est mon petit truc à moi, c'est que surtout de noter sur un papier ce sur quoi vous étiez en train de travailler.
ce sur quoi vous avez encore accès et qui va vous paraître essentiel. Des numéros de téléphone qui vous empêcheront de travailler si vous ne les avez pas, des noms de patients, des noms de traitement, des noms de famille. Voilà, récupérez le temps que le RSSI arrive et si vous avez encore accès à votre machine, récupérez le max d'infos au niveau papier. Voilà pour cette slide. Ok, merci beaucoup. Alors, on va maintenant passer au retour d'expérience, mais juste avant qu'on commence, je pense qu'on a le temps pour une ou deux questions s'il y en a. Priscilla, je ne sais pas s'il y a eu des questions sur le chat ou s'il y a des mains levées. Il ne me semble pas, mais peut-être que j'en ai loupé. Non, pour l'instant, il y avait pas de questions, si ce n'est sur le replay et la transmission des documents, donc que je répète, seront bien transmis donc à la fin du webinaire. Ok, très bien. Bon, bah, on prendra un petit temps un peu plus long alors pour les questions éventuellement à la fin, après le retour d'expérience. Donc, on passe au retour d'expérience. Messieurs Mathis et Gérély se sont portés volontaires aujourd'hui pour vous présenter une cyberattaque à laquelle l'EHPAD a eu à faire face récemment. Donc, je pense que ce sera assez éclairant. Merci encore à eux pour leur participation. Et puis, on prévoit donc un temps d'échange juste après. Je vous laisse la parole. Merci. Oui, effectivement, on va revenir sur cette attaque informatique qui a eu lieu le 1er avril 2021 et qui nous impacte toujours maintenant, donc près de 9 mois, même 8 mois plus tard. Donc en sommaire, la slide suivante, on va d'abord vous faire une petite présentation de la maison Bouchacourt et de la direction commune, puisque ça n'est pas de public qui fait partie d'une direction commune plus large. Puis on reviendra sur le contexte informatique la veille de l'attaque, mais également un petit déroulé de l'attaque informatique sans rentrer forcément dans les détails techniques qu'on ne connaît pas forcément à notre niveau. Monsieur Gérély reviendra sur les impacts de l'attaque, notamment pour les services de soins. Et puis, on vous fera un petit bilan et une conclusion et un état des lieux actuellement, 8 mois plus tard après l'attaque. Donc, la présentation de la maison Bouchacourt, donc un EHPAD public, comme je le disais, qui est situé dans le département de l'Ain, à la frontière avec la ville de Saint-Laurent-sur-Saône. Donc, 122 lits d'hébergement permanent et 5 lits d'hébergement temporaire. Et c'est un établissement en fait qui fait partie d'une direction commune un peu plus large, puisqu'on est en direction commune depuis 2017 avec la résidence d'Urfé, également un EHPAD public de 95 lits, mais également depuis 2019 avec le centre hospitalier à Val-de-Saône, donc un CH à tordre gériatrique. Alors pourquoi on vous donne ces informations? Parce que c'est important pour la compréhension du système d'information, qui est la slide d'après, puisque les établissements sont de moins en moins autonomes et on se retrouve de plus en plus avec des directions communes larges et ça n'a pas seulement un impact sur les organisations dans le personnel, ça a aussi un impact sur les organisations informatiques. Donc comme vous pouvez voir dans ce slide-là, on va essayer d'expliquer un peu, mais en fait notre système d'information est subdivisé entre plusieurs établissements. Donc la maison Bouchacourt, qui est l'établissement en bleu, dispose de son propre serveur qui héberge en son sein le logiciel de soins, donc pour le coup PSI, mais également la messagerie Outlook, un serveur de documents, donc l'ensemble des documents des utilisateurs, mais également plusieurs types de logiciels, notamment le logiciel pour commander les repas. Mais il héberge également le serveur d'un autre établissement, de la résidence d'Urfé, et là aussi l'intégralité de ces données-là sont hébergées sur le même serveur, donc sur le serveur de la maison Bouchacourt. La seule différence, c'est que le logiciel de soins de la résidence d'Urfé est un logiciel qui est hébergé en externe, donc il suffit d'une connexion Internet pour pouvoir accéder. Au-dessus de nous, il y a également l'établissement du CHAVS qui, là aussi, héberge un certain nombre de logiciels utilisés par la maison Bouchacourt dans son sein. Donc, c'est le petit logigramme vert. Donc, le serveur du CHAVS dispose de l'intégralité des logiciels métiers, donc les logiciels RH, logiciels comptables, et également les logiciels gestion de planning pour les cadres, donc planiciel. Et il y a encore un niveau, une strate au-dessus, puisque du coup, le CHAVS fait partie du GHT Bresse-au-Bugey, et donc il y a également une connexion avec l'établissement support, donc le CH de Bourg-en-Bresse, un lien direct entre le serveur du CHAVS et l'établissement support du GHT. Et il y a encore un lien derrière, puisque forcément l'établissement support du GHT dispose de plusieurs liens avec tous les centres hospitaliers du GHT et le GHT qui couvre l'intégralité du département de l'Ain. Ce petit schéma pour vous montrer que finalement une attaque qui a eu lieu sur la maison Bouchacourt n'a pas impacté uniquement la maison Bouchacourt, mais forcément va avoir un impact sur l'intégralité, là pour le coup, sur l'intégralité des centres hospitaliers de l'Ain.
Et ça demande toujours, du coup, forcément, de travailler ça en équipe et comme l'a bien souligné l'adjudant, de faire remonter le plus rapidement possible l'information pour pouvoir mettre en place les mesures. Alors, les grandes lignes de l'attaque. Donc, effectivement, comme je vous le disais, ça a commencé le 1er avril 2021. Aux alentours de 13 h, les utilisateurs ont fait face à des déconnexions, à des ralentissements et à des problématiques avec des frises d'écran qui sont apparues. Donc, à l'époque, on avait uniquement un technicien informatique sur l'intégralité de la direction commune, puisqu'on avait du personnel indisposé par rapport à nos 3 personnes habituellement. Donc, le technicien informatique a été dépêché sur le site et a très rapidement pu remarquer qu'il y avait eu des changements de mot de passe administrateur. Donc, le mot de passe administrateur est, en quelque sorte, je simplifie, le mot de passe suprême qui permet d'accéder à l'intégralité des données. Donc, qui dit changement mot de passe administrateur dit infiltration dans le serveur. Donc, suite à ça, il a fait ce qui est recommandé dans ce cas. Donc, il a tiré la prise tout simplement pour sécuriser la maison Bouchacourt et pour éviter que l'infection se répande sur les autres sites. Par la suite, on a contacté le RSSI du GHT pour lui donner un petit point de situation, et le GHT nous a dépêché une équipe informatique en urgence pour pouvoir traiter la problématique de la maison Bouchacourt et également pour s'assurer qu'il n'y a aucun risque à la fois pour le CHAVS, mais également pour l'établissement support du GHT et tous les établissements qui gravitent autour. Donc, ils sont arrivés dans la soirée, aux alentours de 19 h, et ils ont œuvré pendant de nombreuses heures, jusqu'à 2-3 h du matin, pour remettre en place un minima d'organisation à la maison Bouchacourt et surtout sécuriser et clôturer tous les accès du serveur via l'extérieur. Donc, on arrive donc au 2 avril avec une situation, on va dire, sécurisée, puisque la problématique vis-à-vis des autres établissements était enlevée, mais malheureusement, on n'avait plus aucune capacité d'utiliser notre système d'information pour la maison Bouchacourt et donc pour la résidence d'Urfé qui hébergeait directement là. Donc, on se retrouve dans le noir complet à partir du 1er avril 13 h et jusqu'à la fin de semaine, ce qui devait nous emmener aux alentours du 3 ou 4 avril, si je ne me trompe pas. Suite à ça, alors je ne vais pas rentrer dans toutes les péripéties puisque ça a été très long, mais on a jonglé entre remise en état partielle, puis coupure, puis remise en état, puis recoupure. Et au total, on peut partir du principe qu'on a eu quasiment 7 mois de fonctionnement non effectif du système d'information. Donc, ce fonctionnement non effectif, il passait par des périodes de blackout complet, que ce soit blackout au niveau du logiciel de soins. On a notamment eu plusieurs périodes d'une quinzaine de jours, voire 3 semaines sans accès PSI, ce qui nous demandait de faire sortir les plans de soins en urgence, puisque ça arrivait forcément très rapidement ce blackout, et ça nous obligeait à très rapidement sortir les plans de soins. Une messagerie qui était non fonctionnelle pendant là aussi plusieurs semaines et qui revenait fonctionnelle mais qui ne refonctionnait plus, etc., etc. Les serveurs de documents là aussi qui n'étaient pas accessibles pour les agents, et les logiciels de commande de repas qui pareil, sautaient régulièrement. À côté, on n'avait plus accès au logiciel métier et à la gestion du planning, puisque forcément, ils étaient hébergés en interne. Qui dit fonctionnement en vase clos de la maison Bouchacourt et de la résidence d'Urfé, dit coupure intégrale de toutes les flux, que ce soit intrants ou sortants. Donc, une non-utilisation des logiciels métiers et gestion du planning à partir du site de la maison Bouchacourt. Donc, on expliquera toutes les choses qui ont été mises pour éviter, pour continuer à travailler à notre niveau. Et puis, je crois que j'ai fait le tour pour la situation informatique. C'était à peu près ça. Et on va vous donner les impacts de ces attaques-là. Puis, on reviendra après sur le bilan et on va dire sur les mesures qui ont été mises en place ces dernières semaines pour enfin trouver un fonctionnement effectif. Le jour de la coupure réseau, on a informé en fait tous les cadres de la direction commune afin qu'ils puissent imprimer les plannings, imprimer les plans de soins et sortir en fait la liste de tous les agents avec leur numéro de téléphone parce qu'on avait peur que l'ensemble du réseau du centre hospitalier à Val-de-Saône soit également impacté. Donc en fait, on s'est rendu compte quand même que l'attaque avait essentiellement eu lieu sur la maison Bouchacourt. Et c'est là que l'on a le dossier de soins qui a complètement disparu pendant près d'une semaine. Donc, qui dit dossier de soins qui a disparu, dit qu'on n'a plus aucune information sur le dossier patient, on n'a plus d'antécédents, on n'a plus les allergies, on n'a plus accès au dossier de liaison d'urgence.
en cas d'hospitalisation dans un centre hospitalier. On a perdu également toutes les informations de programmation de soins, les rendez-vous extérieurs, les consultations, les rendez-vous ambulance, toutes les transmissions informatiques, les transmissions infirmières, les transmissions médicales, les transmissions des paramédicaux, et puis également tout le suivi, en fait, comme vous pouvez le voir sur le slide, donc suivi de poids, les fiches d'hydratation, l'alimentation. Donc en fait, pour remédier à ça, on a été obligé de mettre en place de relayer par une situation dégradée, et on a eu recours au papier, comme il y a de très nombreuses années en arrière. Donc on a remis en place des agendas, on a remis en place des fiches papier nominatives que l'on intégrait régulièrement sous forme de PDF ensuite quand on a à nouveau récupéré l'informatique. Mais c'est surtout le papier qui nous a permis de fonctionner durant ces mois de coupure. On arrivait en fait à imprimer nos plans de soins de manière régulière, et on les imprimait pour une semaine à l'avance. Et puis on les on les remettait à jour de manière quotidienne en fonction des prescriptions, des résultats biologiques et autres. Voilà. Ça demandait un gros investissement de la part des cadres pour rassurer l'ensemble du personnel. Les infirmières avaient peur en fait de commettre des erreurs, puisqu'on avançait en fait au jour le jour et un peu à l'aveugle. Et il y avait un gros travail de réassurance à faire auprès de notre personnel infirmier, de notre personnel de soins. Tout le circuit du médicament a également été impacté, donc puisqu'on n'avait plus la lisibilité des ordonnances, ni pour la lecture, ni pour le renouvellement. Tout ce qui était traitement n'était plus tracé, donc il fallait également revenir à une traçabilité papier. Voilà, c'est également au niveau du circuit du médicament un retour en arrière avec un retour sur papier, et puis un lien par téléphone fax avec la pharmacie, puisque l'on n'avait plus cette liaison informatique, et tous les échanges se faisaient pour les renouvellements d'ordonnances, pour les envois d'ordonnances par fax et par téléphone. Pour le reste des logiciels métiers, la boîte mail impactée, donc les infirmiers, les cadres, plus de communication avec l'extérieur, peu de communication avec les médecins libéraux, plus de communication entre nous par mail, et puis également tout ce qui était planiciel, puisque la gestion du temps de travail est hébergée sur le centre hospitalier à Val-de-Saône, et comme les liaisons réseau étaient coupées, on n'avait plus accès au logiciel de gestion du temps de travail. Voilà, et puis après, c'est plus sur le versant administratif que la coupure a eu des impacts, puisque tout ce qui était logiciel, comptabilité, RH, tout ça, nous n'avions plus accès également. Voilà, tu veux rajouter quelque chose ? Non, effectivement, ça a demandé des mesures spécifiques. On parlait de l'administration, donc la première mesure a été de dépêcher, de trouver des bureaux sur le CHAVS pour justement que les agents puissent travailler à distance. Mais ça demandait là aussi une logistique particulière avec des emplois du temps qui ont été largement modifiés et des journées qui ont été un peu rallongées pour tout le monde pour pouvoir rattraper le temps qui avait été perdu, et surtout pour pouvoir trouver une organisation qui permettait à tout le monde de travailler, non seulement les agents qui avaient l'habitude de travailler sur le CHAVS, mais également les agents du coup de la maison Bouchacourt et de la résidence d'Urfé qui se sont rajoutés. En termes de, je vois qu'on a changé de slide. En termes de bilan, donc sur déjà la raison de l'attaque, alors on a pu avancer un peu pour découvrir la raison de l'attaque. Il se trouve qu'elle est due à, comme toujours pour une attaque, à du multifactoriel. Donc le première principale raison était un système d'information qui était largement obsolète et largement daté, qui avait été suivi pendant de nombreuses années par un prestataire extérieur et qui n'avait pas forcément tenu à jour son système d'information, et on se retrouvait avec un système qui n'était ni sécurisé ni en vigueur par rapport aux devoirs de sécurité des établissements médico-sociaux. Donc on tournait sur des Windows Server 2008, soit des systèmes qui étaient datés de plusieurs années et qui n'étaient plus du tout à jour par rapport aux exigences actuelles. Également, une deuxième raison, c'est la mauvaise utilisation du système d'information par les équipes, comme le soulignait l'adjudant. C'est effectivement quelque chose qui a pu remonter, puisque l'ANSSI a pu faire courir, donc l'ANSSI, l'agence du ministère en charge des attaques, a pu faire remonter de nombreux dysfonctionnements, avec notamment des trojans qui
des virus trojans qui traînaient sur les ordinateurs du fait de téléchargements qui n'auraient pas dû avoir lieu ou d'utilisation de l'informatique, on va dire, non sécurisée. Enfin, on joue aussi de malchance avec, comme je le soulignais en introduction, un manque de personnel à ce moment-là pour des raisons exogènes et endogènes, on va dire. Mais effectivement, c'est vrai que ça nous a mis en difficulté de ne pas avoir d'équipe informatique sur le moment pour resécuriser le serveur. Et c'est vrai qu'on ne resécurise pas un serveur en quelques semaines comme on le voit actuellement. Pour vous donner également, alors c'est un peu technique, mais le virus qui nous a attaqué, ce n'était pas un virus de rançon. Pour le coup, on a eu un virus qu'on appelle de crypto-monnaie. En fait, c'était une installation sur le serveur d'un logiciel de crypto-monnaie qui en fait minait du Bitcoin sur notre serveur et du coup qui rendait le serveur inutilisable puisque du coup ça utilisait entre 98 et 100% des ressources du CPU, donc des ressources du serveur, et du coup le serveur ne pouvait plus fonctionner. Et c'est pour ça qu'on avait ces retours fréquemment avec le logiciel qui se mettait en route une quinzaine de jours, puis qui s'arrêtait, qui se remettait en route, etc., et qui passait à travers tous les antivirus qui étaient déployés. C'était d'autant plus dérangeant que les pirates connaissent bien les fonctionnements des institutions, et du coup ces virus étaient en général allumés entre vendredi 20h et samedi 8h du matin, puisqu'ils savent très bien que le week-end il n'y a pas d'agent informatique, et du coup ça permet déjà d'avoir 48 heures tranquilles pour miner le Bitcoin. En conclusion, donc on a, comme je le disais, on a eu plusieurs prestataires qui se sont relayés, en total plus de 4 prestataires qui se sont relayés pour essayer de trouver une solution à la problématique du serveur. Finalement, aucun prestataire n'a réussi à patcher le serveur et à trouver une solution. Et du coup, on a dû envisager une remise en état complète du système d'information de la maison Bouchacourt. Donc, on est en fin de processus actuellement, mais ça passe par un renouvellement complet du serveur avec, on se débarrasse de l'ancien matériel et on installe du nouveau matériel, des nouvelles licences, des nouveaux comptes utilisateurs, des nouveaux outils de sécurité. On est sur un devis à plusieurs dizaines de milliers d'euros pour une attaque qui n'avait pas été prévue au départ. Ça a également entraîné en conclusion un renouvellement de notre méthode de pensée sur les systèmes d'information, puisque le choix du nouveau serveur a été fait sur une solution qui met en avant des solutions plutôt open source, donc en évitant au maximum les licences type Microsoft ou Apple pour avoir plus de sécurité, plus de flexibilité également pour des questions d'économie, mais ça nous permet d'avoir un outil qui sera plus sécurisé et surtout qui permettra de limiter au maximum la possibilité des agents et de tous les utilisateurs de faire du mal malgré eux à notre système d'information. Donc on est en toute fin, comme je le disais, de mise en place du serveur. On espère un lancement complet pour fin février, soit 10 mois après l'attaque, puisqu'on pense que le 1er mars, tout sera en place, donc même 11 mois après l'attaque. Donc c'est bien pour démontrer qu'effectivement une attaque de ce genre, qui est finalement heureusement pas un logiciel de rançon, mais un simple logiciel de cryptage, de crypto-monnaie, nous a fait perdre 11 mois et a tiré, ça a tiré sur la corde pour de nombreux agents, notamment pour les soignants qui ont dû jongler entre un système d'information caduque et du papier pendant de nombreux mois. Effectivement, ça nous servira de leçon pour toute la prévention et toutes les bonnes pratiques à garder à l'avenir. Voilà, on vous remercie. Très bien, merci beaucoup pour votre intervention. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant personnellement. Est-ce qu'on a eu des questions pendant l'intervention pour Monsieur Mathis et Monsieur Gérelli suite à leur retour d'expérience? Alors, j'ai pas eu le temps de regarder le chat. Est-ce qu'il y aurait des questions qui sont en cours? Alors, il n'y a pas de questions en cours, parce que je crois qu'entre-temps, elles ont été répondues par l'adjudante. Par contre, je vais ouvrir en fait les micros comme ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main et puis on vous donnera la parole pour que vous puissiez les poser de vive voix.
Je vois toujours pas de main levée. Est-ce qu'il y aurait des questions? Bon, a priori, pas pour l'instant. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste conclure sur encore 2-3 petits points, et puis ça vous laissera encore le temps d'intégrer un peu tout ce qui vous a été dit, tout ce qui vous a été présenté, et puis on va rester encore quelques minutes en ligne si vous pensez à quelque chose entre-temps pour qu'on puisse échanger encore un petit peu. Alors, moi, je prends la parole et effectivement, Allez-y. Vous m'entendez? Très bien, allez-y. Oui, très bien. Oui, allez-y. Il est vrai que lors de la démonstration, j'ai discuté avec l'adjudante qui a répondu à ce que nous, en tant qu'établissement, ce que l'on mettait en place pour justement éviter d'être piraté. Donc, elle m'a répondu, elle m'a bien répondu. Hein. On a mis en place un NAS, on a mis en place aussi une machine virtuelle, des sauvegardes qu'on s'est en fait régulièrement, et on a externalisé tous les logiciels. Donc avec tout ça, j'espère ne pas être piraté, mais on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri, effectivement. Merci beaucoup pour votre retour et merci à l'adjudante pour les réponses pendant la présentation. Merci à elle. Merci à vous aussi. On a Je vous en prie. Question de Jérôme Courtine, si vous voulez la poser à l'oral. Alors, je vois que Jérôme Courtine nous marque « Désolé, pas de micro », du coup, je vais la lire. Est-ce qu'une des préconisations ne serait pas, en cherchant le bon compromis entre l'investissement et le coût qu'une attaque pourrait entraîner, l'externalisation des logiciels, de la messagerie, voire des données, sur des clouds sécurisés et certifiés pour l'hébergement des données de santé? Alors, oui. Je peux juste me permettre, sur les clouds, voilà, il y a la question du lieu d'hébergement des données. Ouais. Être vraiment très, très vigilant parce qu'on a très, très peu d'hébergeurs en France actuellement. Ça, c'est l'ANSSI qui pourrait même vous renseigner encore plus parce qu'on a des problèmes au niveau légal. Par exemple, toute donnée hébergée aux États-Unis, en fait, avec le Cloud Act, les États-Unis ont légalement le droit d'y accéder. Donc, ça nous pose quand même un problème d'éthique un peu compliqué. Donc, à voir avec l'ANSSI pour l'histoire des clouds, mais pour l'instant, on n'a pas beaucoup de clouds français. Merci. Je vois aussi une remarque de Fabien Guillaume, mais qui est plutôt adressée, je pense, à Monsieur Mathis et Monsieur Girelli. Étonnant de passer sur des solutions libres sans obligation d'update en cas de fail, contrairement à Microsoft et autres solutions payantes. Vous pouvez nous détailler un petit peu ce qui vous a fait faire ce choix-là, Monsieur Mathis, Monsieur Girelli, sur les solutions libres? Alors effectivement, les solutions libres, on n'est pas sur notre architecture serveur. Hein. On reste sur une architecture serveur sur Windows Server pour des soucis de praticité. On parle vraiment sur les logiciels type messagerie. Ce choix a été fait parce que là, on a eu lors de l'attaque, on s'est bien rendu compte que c'était notamment notre serveur Microsoft Exchange qui était une des failles de sécurité principales. Et l'idée est de pouvoir nous appuyer sur des logiciels à la fois gratuits et à la fois plus simple à manager et qui nous laisse plus de flexibilité. Parce qu'effectivement, on a bien compris que dans tous les cas, on n'arrivera pas à tourner sans appui d'un ingénieur informaticien et d'un technicien réseau. Donc, on part du principe qu'on aura de toute façon des ressources beaucoup plus élevées en personnel qui nous permettront de maintenir ces logiciels à jour et de pouvoir continuer à utiliser notre serveur même avec des logiciels un peu plus datés. Et c'est également, comme je l'ai souligné à demi-mot, une question économique, hein, puisque bien évidemment, on n'avait pas prévu de faire des investissements pour renouveler un serveur. Et il se trouve que les licences Microsoft sont relativement onéreuses. Et il nous semblait compliqué de faire un renouvellement de serveur complet sans appui financier et en se positionnant uniquement sur de la solution type Microsoft, parce que
ça nous faisait un prix qui allait tripler par rapport à ce qu'on a réussi à faire avec des solutions, un hybride open source et licensing. Ok, merci beaucoup pour ce retour. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je vois pas forcément de main levée, mais je n'ai pas vu encore tout le chat. Priscilla, je ne sais pas si tu en as vu. Alors, si, on a une main levée de Fred. Oui, bonjour, Oui. Priva, responsable informatique de la fédération ADMR. Juste pour des notions de sécurité, nous, on a des systèmes de machines virtuelles, effectivement, sur des serveurs physiques. Et notre prestataire externe, qui fait la maintenance de niveau 2 et 3, nous a installé un petit utilitaire qui est fourni apparemment à partir de 2012, serveur R2, c'est AppLocker, ce qui permet que, notamment, par rapport à tout ce qui est système de messagerie, que si la pièce jointe va essayer d'exécuter ou d'installer un petit logiciel dans un environnement qui n'a pas été autorisé par AppLocker, et ça ne s'exécute pas. Donc ça vaut ce que ça vaut, mais pour l'instant, on n'a pas été crypté ni affecté par tout ce qui est application comme ça. D'accord. Par contre, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Comment est-ce que vous l'avez récupéré, ce AppLocker? Il est fourni avec un standard à partir de 2012 R2 sur Windows. D'accord. Ok. Et comment est-ce qu'on le retrouve très concrètement, en fait? Je pense que vous tapez app, je vais vous donner le nom. Et je pense que vous aurez plein de tutos sur Internet, parce que nous, c'est le prestataire qui l'a. Je vais vous le mettre dans le chat. Ça marche, merci. Et c'est ça, voilà. Ok, très bien. Écoutez, merci beaucoup. À regarder, donc, effectivement, ça peut être utile. Ensuite, au niveau réseau aussi, pareil, si vous pouvez bénéficier de liaisons VPN exclusives, des lignes spécialisées, ça évite qu'il y ait plus de monde sur votre ligne, quoi. Donc, ça sécurise quand même pas mal de choses aussi. On a une ligne spécialisée, nous, entre notre site principal et notre data center. Ça coûte un peu des sous, mais franchement, ça peut être une sécurité aussi. Très bien. Merci. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Priscilla, je ne sais pas si tu en as vu. Oui, j'ai posé une question sur le Cloud Act dont parlait l'adjudante Valvette, concernant cette possibilité d'accéder. C'est valable pour les serveurs qui sont situés aux États-Unis ou quel que soit le pays? Alors, en fait, c'est l'hébergeur. L'hébergeur, si le fournisseur d'accès à l'hébergeur est physiquement aux États-Unis, peu importe que les serveurs soient aux États-Unis ou en France ou en Hollande, les États-Unis peuvent avoir accès aux données. Ce qui me semblait, je voulais être sûre. Merci. On a une remarque aussi sur la partie DPO, délégué à la protection des données. Oui, alors effectivement, je lis la question pour tout le monde. Je suis étonné que vous n'évoquiez pas l'obligation pour les établissements publics d'avoir un délégué à la protection des données chargé entre autres d'auditer la sécurité numérique et de sensibiliser le personnel. Alors oui, en fait, c'est vrai, il y a un certain nombre de choses que de toute façon, on n'a pas abordé aujourd'hui. Pas forcément sur la protection des données, mais on était allé parfois plus dans le détail ou plus sur des sujets techniques ou d'organisation lors du webinaire qui était dédié au directeur l'été dernier. C'est vrai que ce webinaire-là se voulait davantage comme un webinaire de sensibilisation ou d'éducation, comme le disait l'adjudante, pour des personnels administratifs ou soignants pour leur travail au quotidien, finalement. C'était ça l'idée de la présentation. Donc, pour ça qu'on n'est pas allé dans des choses très précises ou forcément très techniques. Est-ce que je continue? Je conclue juste sur les dernières slides et puis on reprend encore quelques minutes s'il reste des dernières questions. On fait comme ça, Priscilla? Oui, parfait. Allez. Alors, juste pour terminer, juste prendre encore un instant, 2 minutes, pour vous parler de quelques ressources en ligne vers lesquelles vous pouvez vous tourner pour approfondir vos connaissances sur la cybersécurité. Donc, c'est aussi des ressources que vous pouvez passer éventuellement à vos collègues ou à votre direction pour les sensibiliser. Parmi les choses qui sont vraiment intéressantes à voir, à consulter, il y a notamment un cours en ligne ouvert et massif, ce qu'on appelle un MOOC, de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information qui s'appelle SecNum Academy. Donc, je vous ai mis le lien en haut à droite
de la présentation. En fait, pour le résumer, c'est un cours interactif sur la cybersécurité qui est très bien fait, qui est adapté à des personnes qui n'ont pas forcément beaucoup de temps à y consacrer et qui sont plutôt débutants sur des questions de cybersécurité. Il est composé de plusieurs modules de quelques minutes chaque, donc à réaliser sur votre temps libre. Et chaque module est validé à la fin, soit par un test, soit par un quiz. Donc c'est assez pédagogique, c'est assez ludique. Vous allez apprendre plein de choses et puis ça va vous aider à approfondir votre connaissance des bonnes pratiques et des bons réflexes en matière de sécurité numérique. Donc ça, c'est vraiment intéressant à aller voir. Donc là, je vous ai remis le visuel de la page d'accueil du cours en question, donc SecNum Academy. C'est proposé par l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Également, pour terminer, alors des ressources qui sont là un peu plus exhaustives sur ce sujet de la cybersécurité, avec des guides ou des petits documents qui sont proposés là aussi par l'ANSSI sur son site. Donc il y a plusieurs de ces documents qui sont destinés à plutôt des petites structures ou directement au personnel ou qui donnent même des conseils qui sont applicables à votre vie personnelle. Donc on vous encourage également à aller les feuilleter. On vous a mis quelques exemples sur la présentation, notamment le guide des bonnes pratiques de l'informatique où il y a plusieurs choses assez intéressantes et ça se lit assez bien. Et je vois, adjudante, que vous souhaitez prendre la parole, notamment. Oui, pour rajouter sur le complément de toute la palette d'outils que vous avez donné, il y a également, et pour le professionnel, parce qu'ils ont un très très bon guide qui est fait au profit des mairies, mais qui, je pense, est très adaptable au niveau des établissements de santé, c'est le site cybermalveillance.gouv.fr, qui a un kit en place avec des petites affiches à mettre un peu à droite, à gauche, des flyers à imprimer au profit des personnes avec les bonnes pratiques. Hein. C'est vraiment un site qui est très, très bien fait également. Donc, merci vraiment pour votre participation. Encore un grand merci aux différents intervenants.